Salam alaikum, Azul, bonsoir. Le régime algérien est le champion du monde des slogans creux depuis le premier jour du coup d'État en 1962. Il carbure au slogan tonitruant, à la harangue stérile, à la langue de bois et à un usage immodéré à la mémoire collective de tous les Algériens, au patriotisme exclusif, un paternalisme politique d'un autre âge, vindicatif, hystérique, où les tenants du régime font feu de tout bois, sans aucun frein. Il leur suffit de se servir dans la boîte à outils où foisonnent des mots creux vidés de toute substance et qui furent pourtant, avant d'être expurgés de leur sens, l'expression de valeurs profondes du peuple algérien. Des mots chers à la mémoire de nos compatriotes. Chouhada, novembre, résistance, patrie. Des mots dont ils font un usage immodéré, qu'ils souillent et qu'ils piétinent. Il leur suffit de les cuisiner, de les saler, de les poivrer, de les gonfler et de les confier à leurs médias pour en faire de la basse propagande, du tambour et des bruits de bottes, pour rameuter les foules, les chauffer à blanc, leur faire croire qu'elles portent très haut des professions de foi et des étendards qui claquent au vent. C'est ainsi que Feu Gaïd Saleh avait créé le mot Aïsaba, dans lequel il avait fourré ses propres comparses, ses propres complices, pour les jeter en pâture à ceux qu'il pense être la foule. Et c'est ainsi que Tebboune a tenté de récupérer le Hirak en lui collant la rallonge de Moubarak et de Assil, puis de Asli, pour le confiner au seul refus d'un 5e mandat. C'est ainsi qu'il a baptisé aussi ce qu'il dit être son zama projet de refondation du pays, l'Algérie nouvelle. Et c'est ainsi que les uns et les autres vont chercher dans la même boîte à outils pour nous fourguer des slogans et d'autres où rien ni aucune valeur des Algériens n'est économisée, ni la patrie, ni l'islam, ni les chouhada, ni la révolution de novembre. Une sombre machination où tous les épouvantails sont agités, où les imprécations sont devenues le discours ambiant, où la menace du terrorisme, du sionisme, du voisin marocain, du péril sahélien et autres ingrédients du genre est débitée sans compter. Mais à beau mentir qui vient de loin, ces méthodes éculées n'ont plus cours. Elles sont désormais désuètes, épuisées, voire même contre-productives pour ceux-là même qui en font usage. De la même manière que les médias du régime sont devenus contre-productifs pour les mêmes qui les emploient, ceux qui leur servent la soupe, au point où, quand un journal ou une chaîne de télé servile relaie une quelconque propagande, une quelconque désinformation, c'est l'inverse qu'ils obtiennent. Un peu comme s'ils creusaient la tombe de leurs généreux pourvoyeurs. Au point où même quand il leur arrive de temps en temps de dire une chose vraie, personne ne les croit. Mais ces slogans ne sont pas seulement des mots creux. Ils sont bien plus que cela. Quand un baron du régime y recourt, il faut juste aller gratter un peu en dessous. Et vous allez découvrir très vite que c'est juste le contraire qui se cache derrière la sonore allégation. Quand un baron du régime vous parle de Aïsaba, vous constaterez très vite et très facilement qu'il est lui-même un membre influent de la même Aïsaba. Quand il accuse une puissance étrangère de vouloir semer le désordre dans le pays, soyez assurés qu'il est lui-même
un pion important de cette même puissance. Quand Tebboune vous parle de l'Algérie nouvelle, qui va éradiquer les forces et les relais du système Bouteflika, vous n'avez qu'à constater aujourd'hui, par vous-même, quelles sont les trois principales forces qui viennent de prendre le contrôle de cette Assemblée populaire nationale. Ne sont-ils pas le FLN, le RND et le MSP, les mêmes, les trois partis qui avaient formé l'alliance présidentielle de Bouteflika? Cette Algérie nouvelle n'a-t-elle pas recouru au même système de fraude et de bourrage des élections dont on nous avait juré que cette fois-ci, elle serait sincère et transparente? Algérie nouvelle. Un consensus ne s'est-il pas fait dans le régime, hier ou avant-hier seulement, de récupérer le FLN et le RND quasiment à la dernière minute, après avoir décidé de les marginaliser? Il semble juste que la seule différence de l'Algérie nouvelle de M. Tebboune avec celle de Bouteflika est que Tebboune, le machin tebbounien, ait changé de méthode et de technique et qu'au lieu du seul bourrage physique de l'urne, il y ait aussi et surtout et désormais celui, le moyen virtuel, à un niveau central de bourrage. C'est cela, l'Algérie nouvelle de Tebboune. C'est cela aussi son Hirak el-Moubarak el-Assil. Et c'est cela aussi, et c'est cela surtout, que lui-même, M. Tebboune, n'est qu'une façade, une piètre façade, menteuse, derrière laquelle se cache une réalité autrement plus monstrueuse, et qui ne se décline qu'à la menace lorsqu'elle est débusquée. Et c'est pour cela que dans son infime sagesse, dans son infinie sagesse collective, le Hirak clame Madaniya Mashi Askaria. Élections en Algérie, boycott massif contre fraude massive. C'est le titre de notre émission et pour en parler, j'ai ici avec moi Nordin Naoussat, écrivain, conférencier. Nordin Naoussat, merci d'être là. Merci pour l'invitation, c'est Jameldine. Merci. Lias Jbaili, ingénieur économiste financier, fondateur de
l'Algérie droit devant, l'IS Beli. Merci d'être là. Merci, cher Jameldine, pour l'invitation et pour les spectateurs. Au téléphone, nous allons avoir Omar Ait Moukhtar avec nous pour quelques minutes. Et Omar Ait Moukhtar, candidat aux législatives 2021. Nous ne savons pas s'il a été un candidat malheureux ou s'il a été élu, il va nous le dire. Et Selim Laïbi, dentiste, militant politique. Et nous allons commencer par Omar Ait Moukhtar. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Omar Ait Moukhtar. Bonsoir tout le monde, merci pour l'invitation. Merci. Alors d'abord, vous avez été élu ou non? La question, je peux vous la poser aussi. Je ne sais pas encore. Les résultats définitifs ne sont pas annoncés. On attend. J'attends comme tout le monde. D'accord. Mais M. Charvet vient de donner des chiffres dont il dit qu'ils sont provisoires. Mais sinon, comment ça s'est passé les élections et comment avez-vous vous-même apprécié, disons, le boycott très massif, particulièrement dans la région qui est la vôtre, la Kabylie? Alors, moi je suis candidat à Tizi Ouzou. Hein. D'accord. À Tizi Ouzou, il y a 0,72% de votants. 5041 voix. Par contre, moi, candidat, je n'ai pas pu voter parce que le centre de vote de mon village a été cadenassé et soudé dans la nuit. Par qui, je ne sais pas. Vous savez, la liste à Tizi Ouzou, il y a 14 candidats, donc nous sommes 14 dans la liste du Front National. Alors, 11 candidats avec moi n'ont pas pu voter. Ils sont dans le même cas que moi, c'est-à-dire les centres de vote sont soit saccagés, soit fermés, voilà, tout bonnement. Donc, le chiffre, je le conteste parce qu'il y a au moins les 11 candidats avec moi qui n'ont pas pu voter. Donc, il faut rajouter 11. Le reste, je ne ferai pas de commentaires. Pour l'instant, j'attends les résultats officiels et finaux. Mais Omar Ait Moukhtar, je vais vous dire quelque chose et vous me direz votre avis. Et vous savez que moi, je suis toujours excessif, hein, je ne m'en cache pas. Hein. Alors, les Kabyles ont dit, nous, on ne laissera pas les gens voter. On n'est pas seulement dans le boycott, ça veut dire ne pas aller voter, mais on ne permettra pas que cette scélératesse se commette chez nous. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'ils vont bourrer les urnes, qu'ils vont frauder aux élections. Omar Ait Moukhtar, la réalité leur a donné raison. Nous avons vu de nos propres yeux comment s'est passée la fraude dans l'Algérie nouvelle de Tebboune, dans cette scélératesse dont monsieur, comment il s'appelle déjà, Chorfi, il nous dit d'abord qu'une campagne électorale a connu un bond qualitatif remarquable. La campagne électorale, hein. Et il nous dit l'Algérie nouvelle avance à pas sûr pour l'avènement d'institutions solides et pérennes choisies librement par le peuple, comme cela vient de se passer. Voyez un peu que la Kabylie a eu raison de ne pas laisser ces élections se commettre. Monsieur Chorfi dit ce qu'il veut. Moi, alors, vous m'avez dit la Kabylie. Alors, moi, je suis né Kabyle, je le resterai à vie. Je suis Kabyle et je vous parle de la Kabylie d'ailleurs, hein, de Tizi Ouzou. Donc, il y a des Kabyles qui ont voté, il y a des centres de vote qui sont ouverts. Certains sont saccagés, certains sont cadenassés. Il y a un peu de tout, mais il y a 5000 et quelques votants. La Kabylie n'a jamais voté, enfin. Hein, on n'a jamais atteint 20% dans toutes les élections où même les partis, je ne sais quoi, participent. Donc le problème n'est pas celui-là. Mon problème, dont je veux vous parler de quelque chose, c'est que il y a un calendrier, une date, une élection importante qui est celle d'élire un parlement, donc l'Assemblée nationale. Allô? Oui, on vous écoute. Donc moi, en tant que républicain convaincu, j'ai participé à cette élection, je ne l'ai jamais caché. Après cette élection, il y aura un parlement, on peut en discuter de la qualité, de tout ce que vous voulez, mais il y aura un parlement.
Par contre, moi, je n'ai pas envie de passer mon temps à démolir, sinon on ne construira rien. Moi, j'ai envie de vous demander quelles sont les propositions à faire. Moi, j'en ai une, c'est celle de dire cette élection s'est mal passée, mais on ne peut pas détruire davantage. Il faut une chose, c'est que M. Benchenouf, les gens qui sont dans le plateau, les gens qui nous écoutent, construisons ce pays, c'est-à-dire, il faut absolument un gouvernement de compétence et d'union nationale. Nous allons rentrer dans l'histoire, c'est-à-dire maintenant, si on veut construire ce pays, c'est le tournant. Si on veut détruire, c'est très facile. Moi, je n'ai pas envie de détruire. J'ai envie de dire au président de la République, il nous faut un gouvernement de compétence nationale tout de suite et concerté, c'est-à-dire avec tous les Algériens possibles. Je n'exclus personne. Ce Parlement, si on passe notre temps, cette émission à parler de ce Parlement, il y a des recours. Vous savez, je suis candidat, je ne sais pas si je suis élu ou pas. Donc, je ne peux rien vous dire. Les premiers chiffres nous donnaient perdant, enfin bon, perdant, bon, c'est autre chose. Mais je n'ai pas à faire l'affaire d'Omar et Mokhtar à Tizi Ouzou, que je sois élu ou pas, que je sois compétent, valable à représenter cette wilaya ou pas, c'est un autre sujet. Mais je vais applaudir ce Parlement rien que pour parce qu'il existe. Merci Omar et Mokhtar. Nous allons poser votre question à nos invités. Construisons ce pays ensemble. Merci en tout cas d'avoir participé. Je vous félicite pour votre courage qui ne se dément jamais. Barakallahu fik. À la prochaine, Inch'Allah. Alors, d'abord, un tour de micro. Salim Laibi, merci d'être avec nous. Salam alaikum, bonjour à tous. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Salutations à vos invités et bien sûr à votre public. Merci. J'espère que Dr Laibi va bien, le papa. Je lui transmets toutes mes salutations d'ici où nous sommes. Alors, Nordin Aoussat, d'abord, avant de rentrer dans le sujet, je tiens à vous donner le chiffre qui vient de tomber, vient d'être livré enfin par M. Chorvi, qui a passé 1 heure à nous déblatérer des choses. Les agents qui nous ont... Alors il a dit, écoutez, je félicite les auxiliaires et les agents de l'État pour le record qu'ils ont accompli dans la vitesse à avoir fourni les chiffres. Vous imaginez? Il a dit des choses. L'ANIL, son machin, son autorité, a veillé à la tenue d'élections propres et honnêtes. Il n'a pas froid aux yeux. Hein. Mais sinon, d'abord, on répond à la question de M. Mokhtar qui nous dit Omar et Mokhtar, construisons ce pays ensemble. Absolument. Donc, il a cité 2 critères. Il nous a interpellés directement, hein, les personnes qui sont présentes sur le plateau. Donc, il a parlé d'un gouvernement de compétence et un gouvernement d'union nationale. Le Hirak, je pense que ce qu'il demande, c'est ce qu'il demande. Donc, sa demande n'est pas autre qu'un gouvernement de compétence, bien entendu, des gens aptes, des gens qualifiés, et deuxièmement, bien entendu, d'union nationale sans exclusive, surtout pour la première, je dirais, et deuxième mandature, on a besoin de toutes les compétences, de tous les courants, de tous les patriotes, femmes et hommes, pour apporter leur pierre à l'édifice et rebâtir ce pays. Mais ce qu'il ne cite pas, lui, et je pense que s'il était en train de regarder en même temps les images qui défilaient pendant qu'il parlait, on voyait les 2 chefs d'état-major, Chinguiriha en l'occurrence, et Monsieur Lecointre, le chef d'état-major des armées françaises. Vous connaissez bien la France, j'espère que vous êtes toujours à l'écoute, c'est Omar et Mokhtar. Vous connaissez bien la France pour avoir vécu très très longtemps ici. Et vous êtes au courant, si vous suivez l'information, que ce chef d'état-major-là, il vient de démissionner il y a 3 jours, si ce n'est 2 jours, je crois, entre 2 ou 3 jours. Et une des raisons, il y a 2 raisons pour lesquelles il démissionne. Il ne veut pas que le prochain chef d'état-major des armées coïncide avec le nouveau président. Il a dit que les 2 calendriers soient décalés l'un de l'autre.
c'est une dépolitisation ou bien c'est une volonté de maintenir le poste du chef d'état-major loin de l'agenda politique. Et la deuxième, il a dit, parce que vu qu'il y a récemment des hauts gradés de l'armée qui ont signé des pétitions et qu'ils ont publié et qui se sont émissés dans le politique, et face à cela, il ne veut pas rentrer dans la politique. Donc oui, pour un gouvernement d'union nationale et un gouvernement de compétences, mais Dawla Madaniya, Machi Askaria, avec les militaires à la caserne et non à la manœuvre du champ politique. Et nous allons montrer tout à l'heure les images de ce général, chef d'état-major de l'armée française. 53 ans. Il a une trentaine d'années de moins que le chef d'état-major algérien. Tout à fait. Et nous allons aussi parler de M. Chengreha, qui se trouve ici, selon Jeune Afrique, en mission secrète pour préparer l'intervention de l'armée algérienne au Sahel, en Libye, un peu partout. Alors, je vous demanderai de faire des tours de micro très rapides parce qu'il y a beaucoup de points. Nous ne pouvons pas nous permettre de... Alors, Lias Jibaili, sur cette question. Je réponds à M. Et Mokhtar directement que le Hirak, oui, il est pour la construction d'un pays moderne, État de droit, un État démocratique, avec un gouvernement de compétences et de convictions. De compétences et je rajouterai de convictions. Mais il nous parle en même temps de ce Parlement. Le Parlement, M. Tebboune, le président désigné par la junte militaire, dit le taux de participation ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, qui sort de l'urne. Mais ce qui sort de l'urne, c'est un minuscule pourcentage. Est-ce que ce minuscule pourcentage, il va donner une légitimité à ce Parlement ? Elle est où la légitimité populaire ? Ils ont fait exprès, puisque la Constitution, leur Constitution, celle qui a été rejetée par le peuple algérien et qu'ils ont fait passer quand même, ne prévoit pas de taux minima pour invalider les élections. Alors, moi je réponds à M. Haït Mokhtar que dans la Constitution qui a été passée par des magouilles du régime, il y a l'article 30 qui stipule que notre armée, désormais, elle va quitter les frontières algériennes pour exercer et pour des opérations de maintien de l'ordre, même des opérations de guerre, même, je ne sais pas, pour remplacer l'armée française qui souhaiterait quitter le Sahel. Rapatrier ses enfants. Rapatrier. D'ailleurs, que la question qui a été posée ce matin sur France Culture, est-ce que réellement la France va quitter le Sahel ? La réponse a été une réponse implicite. Disons que la France, elle souhaiterait l'implication des forces africaines et des forces européennes. Quand on parle des forces africaines, forcément, on vise l'Algérie parce que c'est la force régionale et même la France, elle ne va pas quitter parce que il faut savoir que le Jeish Sha'bi al-Watani sera sous l'autorité du commandant militaire français. Voilà. Alors, Salim Laibi a des tours de micro assez dynamiques pour pouvoir aborder tous les sujets. Salim Laibi. Moi, j'aimerais répondre à M. Haït Mokhtar. D'abord, j'ai cru que c'était une blague. Je ne comprends pas comment il a le courage de venir s'exprimer comme ça sur une chaîne de télé alors que la participation est de moins de 1%. C'est-à-dire que c'est la gendarmerie. 23, le chiffre donné par M. Charvet. Oui. En Kabylie, personne n'a voté. Ceux qui ont voté, c'est les fonctionnaires. Okay, c'est les militaires, les jeunes, on les voit sur les photos. On voit des chaînes de jeunes de moins de 20 ans, 22 ans. Donc, comment peut-il, sincèrement, venir nous parler de démocratie ? Enfin, je sais pas, il faut qu'il change de ville et qu'il aille ailleurs où peut-être ils vont voter pour lui. Mais là, ça marche pas. Je comprends pas. C'est une blague. Bon. Et quand il parle de compétences nationales, vous avez vu les campagnes électorales. Vous avez vu à droite à gauche certains meetings. Alors, on va pas rappeler le Frizam sélectionné, le Viagra, enfin, on a vu... Le Frisa, il a eu trois sièges. Frisa sélectionné. Sélectionné. On a atteint un niveau de bassesse, de médiocrité, franchement, qui fait honte. Et ce sont ces gens-là, c'est un concentré de médiocrité. On est dans le négatif. Et ce sont ces gens-là qui vont représenter, qui vont faire... En fait, je ne comprends pas, M. Haït Mokhtar, qu'est-ce que vous n'avez pas compris?
qu'est-ce qui se passe? Enfin, moi, je suis démocrate, j'accepte la discussion et le débat. Par contre, je n'ai pas envie de perdre mon temps, franchement. Moi, je serais pour discuter de ce qu'on doit faire maintenant pour sortir l'Algérie de la crise, parce que là, on est on parle de 23% de taux de participation, on est plus autour de 7 et 8%. À Marseille, on n'a pas dépassé 2% dans toute la région des Bouches-du-Rhône. Donc, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Alors, M. Charfi n'a pas voulu donner le taux, alors qu'il a donné les chiffres. Il a donné les résultats. Pourquoi, d'après vous, il n'a pas voulu donner le taux? D'après vous? Ouais, c'est parce que ça le dément. Non, parce qu'ils nous ont donné celui de 30% des moyennes des wilayas, qu'ils ont voulu faire passer pour un taux. Et comme l'opinion publique s'en est rendu compte qu'elle a éventé le monde entier, la presse internationale. Oui. La presse internationale. Alors maintenant, il a honte de dire... Oui, le chiffre de 30% que nous avons donné, ce n'était pas le taux de participation. Alors qu'il a figuré sur leur site, taux de participation, puis il a été corrigé par la suite. À 20h. Oui, c'est à 20h. Voilà. Alors aujourd'hui, il refuse de donner, mais le chiffre qu'il vient de donner, par rapport au résultat qu'il a donné, il est de 23,03%. Alors, j'aimerais d'abord commencer par parler d'un sujet extrêmement brûlant pour ce qui est de ces élections. Comme nous l'avions dit tout à l'heure, il était prévu que ce régime se déleste du RND, du FLN, pour montrer que l'Algérie nouvelle se fera sans ces deux canassons qui étaient le symbole même du régime. Et donc, il a voulu faire du neuf avec du neuf. Mais il semble qu'il ait été rappelé à l'ordre par qui de droit, je n'en dis pas plus, et qu'ils aient décidé à la dernière minute, par le biais d'un bourrage extraordinaire, qui a doublé le chiffre de la participation. À 16h, nous avions 14%. À 20h, il est passé à 30%, selon eux. En fait, il est passé à 23%. Oui. Alors, d'après vous, cette histoire de RND, de FLN, et de l'autre, comment il s'appelle, MSP, et aussi celui de Belaïd, Moustaqbel, qui a été, lui aussi, sorti du néant. Tout à fait. Alors, à votre avis? Je laisse Ilyes. Enfin, déjà, le constat. Nous constatons qu'il y a une reconduite de l'alliance présidentielle. De Bouteflika. De Bouteflika. La même. MSP, FLN, RND. Tout à fait. Donc le trio FLN, RND en soutien MSP. Et aussi, maintenant, il y a un autre parti qui s'appelle Moustaqbel, de Belaïd. Et il y a les indépendants. Et les indépendants. Qui ont été ratissés d'un peu partout. Quand même, qui ont raflé 78 sièges. Voilà. C'est la deuxième force. C'est la deuxième force. S'ils se constituent en pôle, en groupe parlementaire. Absolument. Pour le moment, c'est des indépendants. Après, c'est des indépendants. Est-ce qu'ils vont se constituer ou pas? Donc, à la dernière minute, il y a un changement de situation. Est-ce que c'est suite à des pressions extérieures? Est-ce que suite à une décision? Est-ce que c'est l'intervention carrément de la police politique, le police CSI, qui voulait un petit peu remettre un peu et puis désigner les parlementaires? Ils ne feraient pas confiance à leurs islamistes domestiques? Ou alors c'est l'étranger qui ne veut pas? La question, elle est simple. Je pense que c'est une intervention extérieure. À mon avis, ça doit être la main de l'étranger qui a pesé lourd sur la balance, sachant que ce régime est un régime au fait, qui est très faible, il n'a pas de légitimité. Donc oui, tout à fait. Donc forcément, quand on est faible, quand on n'a pas la légitimité, on est faible. Et par conséquent, quand on est faible, on se soumet. Donc ça doit être des pressions externes qui ont décidé un petit peu de rééquilibrer, de trouver une équation, un match nul, et de rééquilibrer, de mettre un peu plus, de remettre on scelle le FLN, RND, et puis quand on dit le Moustaqbel c'est un FLN bis, voilà. Alors Nordina Oussat, l'Algérie nouvelle de Tebboune, qui a décidé en fin de compte que ça ne marchait pas, qu'il fallait remarcher avec les anciens canassons. Tout simplement, l'Algérie nouvelle, elle est pire que l'Algérie ancienne à tout point de vue. C'est-à-dire Je ne vous le fais pas dire. Oui, merci. Parce que, objectivement, on regarde la Constitution de 2021 par rapport à la Constitution de 2016, elle est pire.
L'ancienne, elle était présidentielle, celle-ci, elle est présidentielle au système, je parle, plus, ou hyper présidentielle, ou comme certains l'ont dit, on donne au président des pouvoirs d'un empereur, plus que ceux qu'avait Bouteflika. Et de deux, l'émission de l'armée dans le politique, alors que dans l'Algérie ancienne, ça se faisait en sous-main. Il parlait de rarement, là aujourd'hui, ils sont plus bavards que n'importe quel porte-parole civil ou politique civile. Aucun civil n'a parlé autant que le chef d'état-major, l'ancien ou le nouveau. La configuration de l'Assemblée nationale, le bourrage des urnes, il a dépassé tous les records. On n'a jamais eu un bourrage, un trucage dans l'Algérie ancienne qui est aussi flagrant, aussi, je dirais, massif que celui qui vient de se produire le 12-6. Qu'est-ce qu'on prend? On prend n'importe quel critère. On trouvera que l'Algérie nouvelle, elle est pire que l'ancienne. Dans l'Algérie ancienne, la sélection se faisait en aval. Là, cette fois-ci, elle s'est faite en amont, pendant et en aval. C'est-à-dire que les candidatures, elles ont été triées. Il y a des candidats qui ont été éliminés sans sans aucun critère objectif. Et pendant, on a vu tous les dysfonctionnements qui ont eu lieu dans les bureaux de vote où des candidats, on vient de l'avoir là actuel, Omar El Mokhtar qui parle de lui-même et 11 autres candidats qui n'ont pas pu voter. Dans d'autres villes, c'est pas parce qu'on a fermé les bureaux de vote, mais pour d'autres raisons, ils n'ont même pas pu voter. Certains n'ont pas trouvé leur bulletin, c'est-à-dire leur feuille. D'autres, ils ont trouvé certaines listes en double parmi celles qui étaient présentes et la leur. Et on a même vu des images, des scènes de bourrage qui ont été filmées. Ah oui, alors là, celle-là, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Mais je veux juste rappeler quelque chose. On l'a vu, elle a tourné cette vidéo. Tebboune, Abdelmajid Tebboune, qui prend les listes. Il a voulu même se lécher le doigt. Oui, se lécher le doigt, il n'a pas pu. On lui a ramené une lingette humide pour qu'il se. Vous avez vu le nombre de. Oui, mais c'est de là où je voulais en venir. De là où je voulais en venir. Vous imaginez. J'aimerais qu'on montre cette image de Tebboune pendant que vous parlez. C'est important. Regardez le temps que ça lui a pris alors qu'il était seul. Le temps que ça lui a pris de prendre toutes les listes. Il a fait même un virage, il est parti tout droit, un virage, puis il a tourné. Il y avait à peu près 38, je pense, 38 listes au minimum, c'est Alger. Le temps que ça va prendre, rien que pour les trier dans l'isoloir, et si on choisit plusieurs candidats, donc c'est hallucinant. Voilà, donc oui, on voit les images, vas-y. Oui, moi je dirais au fait, maintenant le Parlement va être élu contre vents et marées, contre la volonté du peuple. Ce Parlement, forcément, il faut savoir que la Constitution a été faite pour les besoins de l'opinion internationale, pour certaines puissances et pour le régime. Donc à l'insu du peuple, donc le peuple n'a rien à voir avec cette Constitution qui a été sur mesure. Il faut savoir aussi que depuis la fin de l'opération Barkhane, il y avait 3 intervenants. Non seulement c'est Belhimr, quand il a accordé une interview le 15 juin au RFI. Et il y en a une autre qui vient d'accorder à RFI dont nous allons voir quelques passages. Alors, Salim El Aïbi, même question. Oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Donc, franchement, qui pouvait s'attendre à un autre résultat? C'est de la médiocrité, toujours la même médiocrité. الجزائر الجديدة مع العصابة القديمة ربحوا غير العيب. Donc c'est la même mafia. Alors c'est l'alliance présidentielle maudite. El Hirak El Moubarak qui doit continuer contre ces voyous, cette mafia, ces criminels, parce que ils ne peuvent que produire ce type d'escroquerie. C'est juste ridicule. Par contre, qu'est-ce qu'on peut dire? La bonne nouvelle, c'est quoi? Pour moi, c'est que on sait maintenant ce que pèse le système en Algérie. C'est-à-dire que si en plus, en fait, toute cette mafia, Rendo, FLN,
tous ces clowns ne pèsent pas plus de 5%. Quand ils forcent, ils poussent l'armée à voter, qu'ils ne veulent pas voter pour eux, etc., ils pèsent 5%. Shirdima, c'est l'ultra-minorité en Algérie, 95% du peuple. D'ailleurs, on a vu aujourd'hui à Tizi Ouzou des manifestations. Le peuple qui n'est pas allé voter, il est dans la rue. Voilà, c'est concret, c'est carré, c'est réel, c'est constatable par tous. Tout le reste n'est que perte de temps, en fait. On est en train de commenter la folie d'un système complètement... Vous avez vu les déclarations de Qadi Ihsan après ces quelques heures à Antar. Oui. Un des colonels des services de renseignement du DRS lui expliquait « Est-ce que vous pensez que les Algériens sont assez mûrs pour la démocratie ?» Comme si lui était un démocrate. Vous voyez, c'est quelqu'un d'intelligent, qui a atteint un savoir et une sagesse, alors que c'est juste un voyou qui torture des citoyens depuis des décennies, qui détruisent une nation qui a été dotée de richesses phénoménales. Le constat de leur gestion de la nation est catastrophique, et ils s'octroient le droit de se positionner comme quelqu'un qui jugerait que le peuple algérien n'est pas assez mûr pour la démocratie. Tout ceci, on le sait déjà. Le Hirak, il est à sa 3e victoire, présidentielle, constitution, plus maintenant les législatives. Il faut passer maintenant à la vitesse supérieure. Voilà ce que je voulais dire. Alors, avant de revenir aux élections, nous allons d'abord parler de cette histoire de généraux des deux pays, des chefs d'état-major de la France et de l'Algérie. Nous allons écouter M. Lecointre, chef, comment on dit la fonction, chef Chef d'état-major des armées. Des armées, chef d'état-major des armées français. Nous allons l'écouter. La première raison, c'était d'éviter précisément qu'il y ait une politisation de la fonction de chef d'état-major des armées. Je ne souhaitais pas que le chef d'état-major des armées parte à l'issue du mandat d'un président de la République ou exactement au même moment où se termine le mandat du président de la République. Vous ne pourriez pas aller encore au-delà ? Alors, aller au-delà, très honnêtement, je ne me vois pas rester 6 ans en fonction. Et je ne souhaitais pas, parce qu'il me paraît important qu'il y ait un tuilage, qu'un chef d'état-major des armées, qui est un chef militaire, soit associé à un politique. Les deux calendriers, pour vous, doivent être dissociés. Je pense qu'il est bon que les deux calendriers soient dissociés. Mais pour quelle raison ? Parce que vous ne voudriez pas qu'on vous colle l'étiquette de chef d'état-major macroniste ? Parce que je pense qu'il faut surtout éviter qu'on imagine qu'un chef d'état-major est choisi pour ses opinions politiques, ou parce qu'il colle à une personnalité politique qui, pendant un temps, exerce un mandat, et en particulier là, le mandat présidentiel. Voilà, il nous a expliqué les raisons de sa démission, je n'en dis pas plus, parce que ce sont des affaires purement françaises, mais c'était juste pour faire le parallèle avec monsieur le chef d'état-major de chez nous, qui se trouve là, selon Jeune Afrique, et il parle de mission secrète. Or, ce que nous pouvons dire maintenant, nous on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais ce que nous pouvons dire, c'est qu'à partir du moment où les Algériens, l'APS, et les journaux algériens, les médias algériens et le porte-parole du gouvernement ne nous a rien dit, ça veut dire que c'est une mission secrète. S'il se trouve vraiment ici en France. C'est donc une mission secrète. Absolument. Et pourquoi secrète ? C'est la suite de la mission Barkhane. La France vient d'annoncer qu'elle retire la moitié de ses troupes déjà, en attendant... Comment ? Et de fermer ses bases. Et de fermer ses bases, en attendant de pouvoir rapatrier tout le monde. Et l'Algérie semble être sollicitée, puisque la nouvelle constitution qui a été concoctée sur mesure le lui permet aujourd'hui, d'intervenir au Sahel, en Libye. M. Tebboune nous dit même que l'armée algérienne a failli intervenir en Libye si Haftar avait franchi les lignes rouges. Ils pensent que, comme ça, on envoie des gens au casse-pipe. C'est comme si c'était l'armée américaine. Même l'armée américaine s'y serait cassé les dents. Donc lui... Alors, d'abord, nous allons écouter M. Ould Abbas pour voir que cette Algérie nouvelle n'est pas près de naître. Écoutez, M. Ould Abbas, avant d'être jeté en prison, qu'est-ce qu'il nous disait sur le FLN et ça se vérifie aujourd'hui. En fait, il disait la vérité. Écoutez-le. الأفلام باقية على الأقل قرن في هذه البلاد ديالكم au moins 100 ans نقولها بقناعة ما نكونوش حيين ربما
من عند الله نرقبوا عليكم من فوق نشوف التاريخ الأفلام ماشي احنا اللي خلقناه ربي هو اللي يرسله لنا الأفلام الإدارة التحرير الوطني الدولة احنا الدولة احنا الدولة احنا الدولة. Quelle arrogance. Quelle arrogance, oui, tout à fait. Et c'est vrai, finalement, le FLN est aujourd'hui la première force du pouvoir législatif, si tant est qu'il y a un pouvoir législatif, mais bon. Il n'y a pas de pouvoir législatif. Je pense qu'il n'a jamais eu de pouvoir législatif. C'est une chambre d'enregistrement. Elle l'a toujours été. Une opposition entre le gouvernement qui propose et le Parlement qui légifère et je dirais la justice qui fait son travail, d'avoir les trois pouvoirs. Ça n'a jamais été le cas en Algérie. On sait bien que ce soit sous l'égide du parti unique ou par la suite sous l'égide du DRS qui contrôle un peu tous les partis politiques, ça a été toujours la même chose. Mais le FLN était en façade, en pole position. Absolument. C'était le partenaire politique du régime. Et on nous a dit qu'il allait partir, être mis au musée. Même le ministre des anciens Moudjahidines a parlé de sa... Oui. De sa évacuation. Ça, tout à fait. Mais là, voilà, il revient. Tout à fait. Mais ça, on peut dire que ça doit, comment dirais-je, procéder de leur manipulation. Ils nous manipulent depuis toujours, on le sait. Ils nous lancent des informations, des contre-informations. Ils laissent toujours la décision réelle qui va s'appliquer à la dernière minute et elle vient et elle surprend tout le monde. Le pouvoir algérien, il est passé maître dans cette manipulation. La chose est son contraire, un écran de fumée, etc. Moi, je pense que le pouvoir algérien ne peut jamais se passer d'une façade civile. La façade civile, on ne peut pas changer le FLN, le RND comme ce qu'on appelle, je sais bien que si Jamaldine, vous n'aimez pas cette expression de Issaba. Issaba dans la bouche de, bien sûr, de feu Gaïd Salah, elle a un sens, mais dans les hommes politiques, elle a un sens. C'est la dernière thèse et travail de doctorat en sciences politiques qui a été fait sur l'Algérie. C'est Thomas Serre qui parle. Vous pouvez montrer voilà. Donc c'est Thomas Serre, hein, c'est la dernière d'ailleurs. L'Algérie face à la catastrophe suspendue. Voilà, c'est sa thèse de doctorat qui a été soutenue en 2015. Il parle, je pense que si quelqu'un veut connaître le système politique algérien, son architecture, sa construction, sa philosophie, etc., je ne saurais mieux lui conseiller que ce livre-là. Il parle bien de cartel. Il parle de cartel. Il parle du parti cartel, qui sont le RND et le FNN. Il a myriade d'autres partis de soutien qui sont qui viennent s'agglomérer. Ils viennent, ils participent. Lui, il a une architecture, un dessin très, très illustratif de l'architecture du système politique algérien, avec au centre la présidence, l'état-major et le DRS. Et ensuite, je pense que ça a été... Voilà, donc c'est ce livre-là. Et on peut montrer tout à l'heure cette construction du système politique algérien. C'est vraiment une mine d'informations. D'ailleurs, il est interdit d'entrer en Algérie. Ah, j'imagine bien. Je l'ai rencontré une fois dans la présentation dans une conférence. J'ai parlé avec lui. Il m'a dit que je suis interdit de rentrer en Algérie. Évidemment. Parce qu'il a dévoilé plein de choses. Évidemment. Enfin, je rejoins Nourdine, on n'a jamais eu de pouvoir législatif. C'est une chambre d'enregistrement. Les députés qui siègent, ils sont mandatés à lever et baisser la main. Donc on n'a pas de parlement, on n'a pas d'initiative, il n'y a pas une volonté du peuple qui s'exprime librement. Donc c'est vrai, je reprends ce terme-là, il y a un cartel au sein du régime qui est en train de contrôler, qui a fait un maillage qui contrôle toute la société algérienne. On a la police politique qui nomme, qui désigne un wali, un sous-préfet, un ceci, un cela. Même les parlementaires, j'en suis sûr qu'ils ont été désignés à la dernière seconde. Ce régime,
il est dans la continuité du mal, donc il est en train d'exercer un pouvoir maléfique, c'est-à-dire à l'insu du peuple. Maintenant, ça nous le savons. Maintenant, c'est à nous d'avancer, de trouver des solutions. Je rejoins M. Laibi quand il disait c'est la victoire du Hirak. Oui, je confirme, monsieur, c'est la victoire du Hirak. Le 12 décembre même, et le 1er novembre 2020 et même le 12 juin 2021, c'est un boycott. Le Hirak, il a compris. Nous voulons, on est dans une phase irréversible. C'est un changement radical. Nous ne pouvons pas faire du neuf avec du vieux, c'est pas possible. L'Algérie doit avancer avec des solutions. Le peuple, il est là, le peuple, il est mûri, le peuple, il est prêt pour la démocratie. Comment voulez-vous recevoir une leçon d'une personne qui, dans une caserne, qui est en train de faire du mal, de torturer, de violer, et de dire est-ce que le peuple algérien est-il suffisamment mature ou mûr pour exercer? Ça, c'est là, franchement, on a atteint un niveau, on a atteint un niveau du ridicule. On a vu des photos, des images choquantes, un bourrage des mains qui j'ai l'impression se chamailler qui va mettre les... C'est à qui met le plus de bulletins de son candidat. Moi, c'est pas ça l'Algérie, c'est pas ça mon Algérie, c'est pas ça votre Algérie. L'Algérie, c'est une autre couleur, l'Algérie, c'est autre chose, c'est un autre calibre. Ça fait mal. Donc, il faut qu'on avance. Donc, pour nous, cette élection est un non-événement. Il y a plus de 70%, 80% de peuple qui la refuse. Maintenant, si M. Tebboune, il pense que la minorité, pour lui, c'est la majorité, ça, c'est son problème, c'est pas le nôtre. Nous le savons, nous ne reconnaissons pas ce pouvoir illégitime, nous ne reconnaissons pas... par contre, nous gardons nos institutions, parce que nos institutions, elles appartiennent au peuple algérien, et tôt ou tard, elles reviendront au peuple. Alors, M. Belheimer, donc, dans cette interview du 12 juin, mais qui est apparue aujourd'hui, il a fait des réponses comme d'habitude. C'est le porte-parole du gouvernement, il est ministre de la Communication. Il dit, par exemple, il y a un Hirak, un mouvement populaire, vous pensez que c'est fini? Il dit, le Hirak de février 2019 est un Hirak qui a été béni par le président. C'est incroyable. Hein. Ce monsieur est un professeur des universités, il parle comme ça. Est un Hirak qui a été béni par le président de la République, qui, de mon point de vue, a sauvé l'État-nation algérien. Je rappelle qu'à ce moment-là, ils étaient en train de le réprimer, le Hirak, de mettre les militants en prison, de bloquer Alger. Vous vous rappelez, hein? Maintenant, ils disent qu'il a sauvé l'État-nation. Il dit... à la question, pour vous, les grandes manifestations à Alger dans les grandes villes algériennes, c'est fini. Il dit, monsieur Belheimer, le Hirak a terminé sa mission avec les élections présidentielles. On a fait tout ça pour amener Tebboune. Ce qui se produit après les élections présidentielles, c'est ce que j'appelle le néo-Hirak, une excroissance du Hirak initial qui est complètement investi par les mouvements terroristes. Ça c'est monsieur le ministre porte-parole du gouvernement. Mais il a dit plein de choses. Il y a une dichotomie, donc il y a une vision. Il considère le Hirak, au fait, le Hirak pour eux. Alors, ce qu'il a dit sur Drarni, jeudi 2 jours avant les élections des personnalités publiques, l'opposant Karim Tabou, les journalistes Drarni, Hassan Qadi ont été interpellés. Pourquoi et quel est ce message? Alors il dit, le message est de respecter les droits des uns et des autres. Exemple, vous n'avez pas le droit d'empêcher les gens de voter. Ah bon? C'est comme si eux, ils empêchaient les gens de voter. C'est incroyable, c'est plein de... Oui. Alors, Salim Laibi, est-ce que vous souhaitez commenter? Sinon, j'ai une question pour vous. C'est par rapport au chef des armées, là, le chef d'état-major des armées françaises. Alors, moi, je vous propose de laisser pour le prochain tour de micro, pour qu'on puisse rester d'abord sur ces questions d'élection. Le prochain tour, on parlera donc de ces généraux français et l'état-major algérien. Alors, Salim, ce régime, il est en fin de ressources pour tout le monde, y compris pour ses partenaires. Rappelez-vous, les élections de décembre, les présidentielles, ça a été un boycott massif jamais observé depuis 1962. On n'avait jamais vu ça. Et M. Tebboune qui arrive, qui dit « Je suis le président le mieux élu d'Algérie » depuis son histoire, depuis son indépendance.
Le 1er novembre, référendum sur la Constitution, pareil, un boycott massif, vraiment, c'est 4/5 des Algériens n'ont pas voté. Bourrage y compris. Et là, l'actuel, pareil, un boycott massif absolument énormissime. Et ces gens, à travers par exemple un Chorfi, à travers Belhamer, à travers tous leurs relais propagandistes, qui viennent nous dire non, 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 ça s'est très bien passé, le peuple algérien s'est exprimé, il vient de se doter d'un parlement, d'un pouvoir législatif, il va pouvoir aller dans le sens du président qui veut, etc. etc. C'est quoi ça, Salim Laïbi? C'est du déni, c'est du délire, c'est quoi? Écoutez, c'est simple. Souvenez-vous d'une chose, il ne faut pas oublier non plus d'où on vient. Ces gens-là appelaient Fakhamatuhu un cadre. Oui. Un cadre. Oui. Ils ont offert un cheval à un cadre. On peut faire pire que ça? Oui. Donc, on ne pourra jamais faire pire que ce qu'ils ont fait avant. Là, ils se ridiculisent. Ils s'humilient encore plus. Ils vont le payer très cher lorsque cette mafia va tomber et que l'état de droit régnera. Ils vont le payer très 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 cher. Mais où je veux te dire, vous savez, j'ai envie de vous dire un truc tout simple. Je pourrais demain, autour de votre plateau, vous ramener 4 personnes qui vont vous dire que le ciel est vert. Le ciel est vert, il n'est pas bleu. Et ils vont argumenter pendant des heures. On peut les trouver. Il y a des fous. Il y a des gens que vous pouvez payer, d'autres que vous allez menacer, torturer dans une caserne. C'est facile à faire, ça. Mais j'ai l'impression qu'ils nous font perdre notre temps. Un précieux temps. Donc, on nous a ramené les pires hachakoum minables. Et je pèse mes mots. Je suis pas... Vraiment, je fais le maximum possible pour ne pas être insultant. Mais mon Dieu, que j'ai honte quand je les écoute. C'est pas possible d'être aussi nul, de ne pas avoir honte, de dire des trucs pareils. Vous avez vu leur meeting, j'ai vu des passages de certains. Mais c'est à se pendre, franchement, c'est à se pendre. On comprend pourquoi les jeunes quittent le beauté et pourquoi les élites essayent de quitter aussi en masse. Il a raison, Bokroh, dans son brûlot, celui qui vient de publier, Tebboune est fou. Il développe, hein, il dit, il est fou, voilà pourquoi. Ah ouais, mais il a un petit problème, c'est Bokroh. Et il a compris le 15 juin. Le 15 juin 2021, il comprend que Tebboune est fou. Ça fait 44 ans qu'il a commencé Wali, il est sorti du ventre de la mafia. Il a été ministre de Bouteflika, son fils avec les affaires de cocaïne, etc., avec Kamel Bouchi. Enfin, c'est que maintenant qu'il le voit. Non, ça c'est une commande. D'abord, je vois mal Bokroh avoir le courage de traiter le président de fou s'il n'avait pas des garanties très puissantes au niveau de l'armée. Parce que normalement, lui, c'est prison directe. Vous êtes d'accord? Oui. Ils sont partis en prison pour beaucoup moins que ça. Atteinte à la... etc. etc. Je peux vous sortir 15 chefs d'accusation de son article sur Facebook. Maintenant, bien sûr qu'il a raison sur ce point-là, et c'est de la folie. Un président qui vous dit que ça ne m'intéresse pas le taux de participation, enfin, c'est complètement fou. Un président qui vous dit que l'armée a quitté au milieu des fin des années 80, l'armée a quitté la politique en Algérie, le champ politique en Algérie, c'est... voilà, mais un président, il y a une chose qu'il n'a pas dit, Bokroh, il n'a pas dit que Tebboune a dit que c'est la majorité qui a voté pendant les présidentielles. Il n'y a que la minorité qui n'a pas voté. Alors que leurs propres chiffres disent le contraire. Mais sinon, Salim Laïbi, même Chorfi, on a l'impression que c'est un asile de fous, en effet, où qu'ils se recrutent les uns les autres. Chorfi, maintenant, on m'a dit à l'oreillette, il vient de faire une déclaration. Tenez-vous bien, hein, voilà ce qu'il dit, M. Chorfi, après avoir recouru à la confiance des shuhada, de Dieu lui-même et tout. Maintenant, il nous dit, Alhamdulillah, nous venons d'avoir un parlement halal, de la même manière que nous avons eu un président halal, de la même manière que nous avons eu une assemblée halal, وهذا بفضل إرادة الشعب. أفهم؟
Là, vraiment, sincèrement, là, c'est un asile à ciel ouvert. Le Mouradia, on pourrait transformer ça en vraiment un asile psychiatrique. C'est effrayant. Par contre, ça fait peur. J'ai beaucoup souri tout à l'heure, mais franchement, moi, ça me fait peur, en fait. Parce qu'ils détiennent l'État algérien, l'avenir de la jeunesse, etc. Enfin, c'est dramatique. De dire des trucs pareils, c'est dramatique. Mais, encore une fois, il n'est pas le seul. On peut sortir, il y a des vidéomontages sur les réseaux sociaux où vous pouvez voir des dizaines et des dizaines de déclarations de ce type qui sont effrayantes depuis l'époque de Bouteflika d'ailleurs. Hein. Ouais. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil non plus. Oui, poursuivez, finissez votre phrase. Que faut-il faire maintenant? Là, ça urge. Le Hirak, il a obtenu une victoire écrasante, 3-0, avec écrasante, humiliante de l'ennemi. Comment transformer l'essai, hein, en parlant rugby, comment transformer l'essai et finir comment sortir de cette crise et se débarrasser. En fait, c'est des fous qui vont nous rendre fous à parler sur des sujets de fous. Ça n'a pas de sens. Ben justement, Nordin Aoussat, Nordin Boukroh a levé un lièvre. Hein. Tout le monde le savait, hein, que Boukroh était un peu malade, enfin un peu beaucoup. Hein. Mais pas seul. Chorfi vient de nous démontrer que lui aussi est fou. Mais pas seulement, Belhimer. Ça veut dire s'ils ne sont pas fous, ils sont dans une démarche schizophrène, psychiatrique, je ne sais pas quoi dire, parce que ce qu'ils avancent est tellement hallucinant qu'on se dit il y a quelque chose qui se passe, c'est pas normal. Ces gens-là, ils ne peuvent pas avancer de telles énormités comme ça, ou ils sont fous, ou ils sont entre les mains de fous, ou ils sont choisis en fonction de critères bien précis, et ils doivent rentrer dedans, ça veut dire qu'ils doivent jouer au fou pour pouvoir rester. Donc, mais le problème, Nordin Aoussat, Salim Laïbi l'a dit tout à l'heure, j'ai peur. Est-ce que ces gens-là ne risquent pas de nous plonger dans une situation dont nous ne pourrions plus revenir? Non. Sincèrement, non. Il fut un temps. J'étais assis là-bas un juin 2019 où je tremblais de colère et de peur. Et j'avais peur, oui, j'avais peur parce que l'Algérie, elle était au bord du précipice. Oui, ils allaient nous mener au précipice. Ces gens-là, ils allaient nous mener. Mais plus maintenant grâce au Hirak. Bien entendu, on le dira, c'est Salim que je salue, elle ne cesse de le répéter à chaque fois, il revient au Hirak. Bien sûr qu'on va parler des choses qu'il faudra renforcer chez le Hirak. Mais aujourd'hui, on est confiant qu'il y a une majorité des Algériens et des Algériennes qui sont là pour sauver l'État-nation, réellement. Pas le sauver, entre guillemets, avec la fanfaronnade dont vous avez parlé comme slogan creux, etc., qui sont vraiment là. Ils donnent de leur temps depuis 2 ans. Ils sortent tous les vendredis, mardis à Alger et dimanche à Paris, samedi à Montréal et à d'autres endroits. Et ils ont réalisé ce boycott. Ils ont réalisé. C'est le Hirak. Bien entendu. Ils ont réalisé pour la 3e fois une 3e victoire avec des chiffres que le pouvoir lui-même, malgré le déni, parce que pour moi ce n'est pas de la folie, mais c'est du déni, dans lequel ils sont tous plongés, ils le reconnaissent. 23% pour la Constitution, 23% pour les législatives. Avec le courage. Bien entendu. Mais Nordin Aoussat, là, ça prouve quelque chose, je m'excuse de vous avoir interrompu. Ça prouve quelque chose qui est en train de démentir ce qu'ils sont en train de distiller. Ils sont en train de distiller le fait que non, le Hirak, ce n'est pas tout le pays, c'est une région. Mais là, c'est tout le pays qui a répondu. Absolument. Même les régions qui ne sortent pas dans le Hirak, elles ont massivement boudé. La preuve, regardez ce chiffre, 23,03%. Bourrage y compris. En fait, ça doit être quelque chose comme 10%. Et vous avez vu la diaspora? Oui. 95% Absolument. de boycott. Absolument. Ouais. Et dans les rares bureaux de vote des villes où ils ont pu avoir quelques votants, ils ont été les chercher dans les foyers Sonacotra et les foyers Adoma avec les bus qu'ils ont mis à leur disposition qu'ils ont ramenés. Et en leur faisant peur. Voilà. Attention, si tu ne votes pas, tu ne vas pas avoir le billet d'avion pour rentrer. Exactement. C'est un abus de faiblesse. Tout à fait. Mais sinon, moi, je n'ai pas peur. Ces gens-là,
voilà, ça y est, le Hirak, il faudra juste maintenant qu'on soit lucide avec nous-mêmes, voir ce qu'il faudra renforcer, voir ce qu'il faudra inventer. Mais sinon, Inch'Allah, l'Algérie avec le Hirak, et que le Hirak seulement qui la sauvera. Sur cette question, est-ce que vous n'avez pas peur? Est-ce que moi, je vous avoue très franchement, moi j'ai peur. Parce que ces gens-là sont comme des fauves acculés. Ils sont aux abois, ils sont menaçants, ils risquent de nous entraîner. Moi, j'ai peur. Tant qu'il n'y a pas une véritable organisation massive, générale de tous les Algériens et une conscience politique des périls qui pèsent sur nous, moi, je ne cache pas mon inquiétude. Moi j'ai une autre lecture par rapport à ce régime-là. Peut-être il joue le rôle de schizophrène, de fou, mais est-ce qu'il est vraiment fou, schizophrène, ou bien c'est une stratégie sciemment réfléchie quand on voit un président d'une autorité nationale, des élections indépendantes qui dit le halal, quand on voit Ben Grina qui dit il faut du Viagra politique pour donner plus du tonus à nos commandos, j'ai l'impression que tout est choisi. Hein. Donc quand on voit que la fraise quand on fait des salles vides, des gens qui font des meetings devant 2 personnes dans des salles de 600 personnes, absolument, vide, tout à complètement fait. vide. Quand on voit il y a quelque chose, ça veut dire que c'est sciemment réfléchi. Attention, c'est-à-dire certes, ils sont dans une bulle un peu déconnectée de la réalité parce qu'ils ont la force, le pouvoir, l'argent. C'est l'excès de la force, c'est l'excès du pouvoir. Donc forcément, c'est le déni. C'est quasiment, on dirait qu'ils sont amnésiques. Mais attention, quand même, ils sont stratèges parce qu'ils arrivent à faire passer un président de l'autorité quand il dit que grâce à le halal et tout, c'est-à-dire on joue sur la corde sensible du peuple. C'est sciemment choisi. Pour quelqu'un dans des régions ultra reculées, ce message, il peut passer. Dans des régions un peu plus vers le nord, sur des régions côtières, est-ce que ce message va passer ou pas? Il ne passera pas. Parce qu'on sent, ça n'a aucun sens. Ça repose sur quoi? Il n'y a pas Et ils jouent les uns contre les autres. Et ça joue les uns contre les autres. Je te rejoins, cher Jameldine. Maintenant, ce n'est plus une région, c'est quasiment toutes les régions d'Algérie qui ont boycotté. Donc absolument. Le 23%, il est choisi, il est au même titre que celui du référendum. Pour revenir à ta question rapidement, au fait, je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que le Hirak, il est là, il est debout, parce que notre arme, c'est la silmiya. Nous allons résister, nous allons avancer. Nous sommes dans un processus révolutionnaire. Un processus révolutionnaire, in fine, c'est sur le moyen et le long terme. Nous sommes en train de gagner des points. Nous sommes en train de capitaliser. Il faut internationaliser la question de notre combat. Il n'y a plus d'Aïb maintenant dire le tabou. Eux, ils font appel à des entités étrangères pour vendre le foncier, pour dilapider notre argent. Maintenant, il faut aller de l'avant. Il faut internationaliser notre question. Il faut sensibiliser les peuples du monde qu'il y a un peuple qui milite pour établir un état de droit. Voilà. Salim Laïbi, sur cette question, avant de passer au dernier tour de micro, où on reviendra sur le général, le chef d'état-major français et celui de notre pays. Sur cette question, réellement, c'est vous qui avez suscité la question, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'être inquiet sur la suite des événements avec des gens qui pilotent le pays et qui le mènent droit au mur? Bien sûr, il faut être plus qu'inquiet, il faut être très inquiet. On a des incompétents notoires et des criminels, des mafieux, des trafiquants en tout genre, des tortionnaires qui tiennent le pays. Il faut être inquiet, il faut être complètement inconscient. Par contre, si on est... Pour moins que ça, d'autres seraient terrorisés. Mais il faut dire une chose, c'est qu'on n'est pas inquiet par rapport au peuple algérien, par rapport au Hirak, par rapport aux volontés des uns et des autres. Enfin, franchement, là, c'est exactement l'inverse. Moi, je serais plus inquiet pour la France, par exemple, parce que j'ai l'impression que son peuple est vraiment endormi, parce que politiquement, le peuple algérien, il a une conscience politique exceptionnelle, rarissime en Occident. Je parle de tout l'Occident, hein.
un raffinement, il l'a démontré avec ces 2 dernières années. Donc, voilà, on se met d'accord sur ce point-là. Il n'y a plus personne qui pourra l'entourlouper de quelque manière que ce soit. Sauf que là, on est à 3-0, mais le match continue et on a l'impression que ce match est un peu interminable. Comment mettre fin à ce match? Comment pousser la mafia à négocier son départ? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer aux choses sérieuses parce que entre-temps, il y a une crise économique extrêmement violente qui arrive, qui a été aggravée par les restrictions sanitaires du Covid, les confinements, etc. Voilà, on n'a pas de perspective, il n'y a aucun point positif à l'horizon. Il n'y a que des problèmes qui vont arriver. Il faut être quand même, on va dire, dirigé par des gens qui aiment leur pays, qui veulent du bien pour leur pays, qui ne soient pas des agents de l'étranger, qui ne soient pas des incompétents, des rigolos, quoi, comme ceux qui nous dirigent aujourd'hui. C'est la moindre des choses, je suis désolé. Si vous mettez un type compétent à la tête d'une entreprise, elle va s'en sortir, il va prendre les bonnes décisions, les bonnes réformes pour supporter le choc à venir. Si vous mettez des incompétents, on va couler. Donc le temps joue contre nous, la crise et tout ce qui arrive vont jouer contre nous. Vous avez vu les déstabilisations régionales, ça aussi ça joue contre nous. Il faut maintenant passer aux choses sérieuses. Restez avec nous. Ihsan Qadhi vient de nous rejoindre. Ihsan Qadhi, journaliste, dirigeant de Radio M et de Maghreb Émergent. Ihsan Qadhi, merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Alors, Chorfi vient de déclarer, je suppose que vous l'avez entendu, Mabrouk Alina, nous venons d'avoir enfin une assemblée halal, après avoir eu un président halal, après avoir eu une constitution halal, rien que ça, et c'est comme ça que ça se passe chez McDolma. Alors, Ihsan, votre commentaire? Donc, moi je relève, je n'ai pas envie d'utiliser d'expression savante, mais il y a une sorte d'inertie, de force d'inertie qu'il est très difficile de changer. C'est-à-dire la force d'inertie, c'est Ahmed Gaïd Salah qui décide en avril 2019 de prendre la main, donc d'organiser une contre-révolution et d'éviter à ce que nous rentrions dans une phase de transition démocratique. Et donc, de renouveler la façade civile. Et depuis cette décision, on a testé à plusieurs reprises le fait que c'était difficile de la mettre en œuvre. Le 12-12 a été très compliqué. Je ne parle pas de référendum constitutionnel. Aujourd'hui, on a un taux ridiculement bas, même avec la fraude. Avec les bulletins exprimés, on est en dessous des 19% de bulletins exprimés, 4 600 000. Il n'y a pas eu 4 600 000 bulletins exprimés, comme il n'y a pas eu 5 600 000 votants, mais l'ALENACH, en tenant compte y compris de la fraude, on est très très bas. Et donc, ce que j'appelle moi la difficulté à changer la force d'inertie, c'est que il y a, à mon avis, beaucoup de personnes qui, à l'intérieur du régime, sentent bien que ça ne peut pas marcher comme ça, mais pour changer l'élan premier qui a été donné à la trajectoire, c'est difficile. Et donc, en dépit du fait que le Hirak est repris en février dernier, que la pression populaire est toujours là, et que les contestations montantes sont toujours là, on n'arrive pas à changer d'orientation, on n'arrive pas à ouvrir et à aller à la rencontre des Algériens. Et c'est extrêmement préoccupant. Et qu'est-ce que vous pensez de cette récupération, semble-t-il, in extremis du FLN, du RND et de l'autre parti, celui de Belaïd, dont j'ai oublié le nom, voilà, et dont on nous dit, c'est pour le moment au niveau de la rumeur, c'est tout ce qu'on a, dont on nous dit qu'ils auraient été récupérés durant ces 4 heures très curieuses, entre 16h et 20h, où le taux est passé de 14 à 30%, du moins le premier chiffre qui a été annoncé. Vous pensez vraiment que le RND et le FLN ont été récupérés après avoir été mis de côté?
Moi, je ne trouve pas qu'il y ait eu besoin pour le système de récupérer le FLN et le RND. Ils n'ont jamais quitté le système. Il y a une continuité. Abdelmadjid Tebboune est la continuité du 4e mandat. Et donc, de ce point de vue-là, le FLN et le RND le soutiennent et ils vont le soutenir. Il n'y a aucun doute là-dessus. En dépit du fait qu'ils prennent une distance hygiénique vis-à-vis de ces partis-là. En fait, la grosse manipulation qui s'est produite, c'est une manipulation des chiffres qui permettent de réintroduire une part de liste indépendante pour dire qu'il y a une partie de renouvellement. Donc, c'est les 78 sièges qui ont été distribués sur des listes indépendantes pour dire qu'il y a aujourd'hui le deuxième groupe parlementaire sera celui des indépendants. C'est la grande nouveauté de la nouvelle Algérie. Voilà. Et ils vont pouvoir continuer comme ça avec un président très mal élu, une constitution ridiculement boudée, j'allais dire, une Assemblée nationale kiff-kiff qui est aux environs de 20%, bourrage y compris. Ils vont pouvoir continuer comme ça? Alors, tout dépend de ce qu'on met dans continuer. À se maintenir. À se maintenir. Oui, à se maintenir, oui. Alors, s'il s'agit de juste préserver le système, Abdelmadjid Tebboune a dit qu'il souhaitait préserver le modèle social, qu'il n'allait pas le toucher, en dépit des déficits et de la difficulté à le maintenir si on ne crée pas de nouvelles richesses en dehors de celles liées à la rente énergétique. Ça va être très, très difficile. Alors, se maintenir, après, il y aura de moins en moins de redistribution sociale et de plus en plus de répression. On y est déjà. Nous y sommes. Et donc se maintenir au prix d'un bras de fer et d'une emprise sécuritaire sur le pays, ça ne peut pas aller très loin. Ça va encore une fois nous faire perdre du temps. Et dernière question avant de vous libérer, Hassan Qadhi. Le Hirak vient de démontrer, contrairement à ce qu'on est en train de nous seriner, à travers ce boycott massif, qu'il est présent partout, même s'il ne se manifeste pas partout de la même manière dans la rue. Vous pensez qu'il va pouvoir se manifester, j'allais dire, d'une autre façon à partir de maintenant? Ça serait hautement souhaitable. Vous savez, si on autorisait juste le droit de réunion, moi je pense qu'il y aurait déjà une coordination nationale du Hirak avec tous les courants qu'il traverse et toutes les personnalités, les figures qui l'ont porté pendant ces 2 dernières années. Et il y aurait sur la table des débats, peut-être des propositions, des feuilles de route. En tous les cas, l'ouverture d'une perspective pour le pays. Malheureusement, le seul droit supposé être assuré par la Constitution de réunion n'est pas assuré, pas plus que les autres droits et les autres libertés individuelles et publiques. On le sait très bien avec la liste des détenus et toute la répression qui s'est abattue sur les Algériens. Mais je pense que la perspective du Hirak aujourd'hui est intimement liée avec sa capacité à libérer des espaces pour se réseauter, pour se consulter, se concerter, comme ça s'est fait de manière informelle à Kharrata le 16 février dernier. Et donc, voilà, donc nous sommes le 8 mai dernier, c'était pour l'anniversaire du 8 mai. Et donc, nous sommes dans un moment où je pense que le régime gagnerait beaucoup à laisser le mouvement populaire se concerter pour participer à la sortie de crise et à la solution, parce que le régime tout seul nous emmène de plus en plus dans une voie d'impasse. Hassan Qadhi, merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver dans cette émission. Merci. Shukran, merci à vous. Alors, mes chers amis, dernier tour de micro. J'aimerais que nous parlions un peu de cette histoire de généraux, le général français qui démissionne pour ne pas, j'allais dire, insulter la notion même de république, surtout après cette fameuse pétition qui a circulé où il y a des généraux, des militaires de l'active. Et dans le même temps... il y avait ceux qui étaient encore en activité. Ouais. Et dans le même temps, cet État, cette République tellement sourcilleuse, tellement ombrageuse pour tout ce qui est de la notion même de République et de séparation des pouvoirs, ne craint pas de recourir à des généraux marrons, d'une mafiocratie composée de pillards, de tortionnaires, de gens qui ont couvert des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, qui ont pris un président en otage pendant 2 mandats,
qui voulaient en rallonger un autre mandat, qui ne l'ont lâché que parce que c'était le peuple qui ne voulait pas. Et donc, j'aimerais vous entendre un petit tour de micro, mais très rapide, 2 minutes chacun, parce que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Nordin Aoussat. Bon, alors, le chef d'état-major français que les Algériens ont vu quand il était en visite en Algérie il n'y a pas très longtemps, donc il est né en 62, le nôtre il est né en 45, hein, d'accord, déjà. Donc celui qui est né en 62, il vient de poser sa démission, on l'a entendu pour quelle raison, et le nôtre, il tient encore, il continue à faire de la politique à partir de sa caserne. Ce que j'aimerais par contre aussi souligner, c'est ce faisceau d'indices qui est de plus en plus dense, les indices sont de plus en plus denses et sont de plus en plus tangibles et plausibles sur la participation de l'armée algérienne à l'opération de Berkane prochainement. Vous avez, on l'avait déjà cité une fois, Lounis Agoun qui l'explique dans son livre paru en 2015, on peut encore rapporter... Qui est passé à la trappe, hein. Voilà. Personne n'en parle. Personne n'en parle et pourtant le dit bien, texto, en parlant du rôle de l'Algérie au Sahel. Il y a donc il y a au mois de juin dernier, ou plutôt à l'automne, le fameux faux terroriste attribué à Rachad, le premier Dahdouh, Abou Dahdouh ou Abou Dahdah. Voilà, Abou Dahdah, dont le journal Al-Khabar, et ça a été dit, et aussi Belhimer, c'est ce que dit Belhimer, l'argent qui a été trouvé sur lui, apparemment, il provient des groupes terroristes du Sahel. Donc c'est une affaire qui nous concerne intérieurement, que le terrorisme du Nord est lié au terrorisme du Sud. Ils sont en train de préparer comme ça, quand ça va être annoncé. Dans le même temps où ils sont en train de dire, ils ont pris une ordonnance où ils disent quiconque est contre le régime, c'est un terroriste. Ça aussi, Djamaldine, c'est un indice très très fort. Ah, oui. Pourquoi cette précipitation à faire signer par ordonnance une nouvelle loi, à changer une loi 2 jours avant les élections parce qu'ils en ont besoin. Oui. Donc ça va se faire dans les semaines à venir, avant même que ce Parlement le prenne, comment dirais-je, place et commence à exercer. Donc, et j'espère, ce sera mon dernier mot, que ce sera la goutte qui va faire déborder le vase. Ceux qui sont pas dans le Hirak, en voyant cette décision tomber, quelle que soit la broderie qu'ils voudront lui accoler pour la faire passer, ça va faire soulever, ça va faire bouger le peuple algérien qui dira basta, comme il a dit basta pour le 5e mandat de Bouteflika. Enfin, François Lecointre, ce politicien, c'est un Syrien, et l'esprit de Montesquieu, il croit la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Donc voilà, donc il considère, c'est son statut militaire, il n'a pas à s'immiscer dans la politique. Ça, c'est un message fort qui devrait être envoyé à nos généraux qui ont complètement militarisé toute la société algérienne et qui s'appuient sur le côté militaire pour gérer la gestion du pays. Mais je leur dis que tôt ou tard, ils partiront parce que c'est le droit qui reprend. Revenir maintenant, maintenant, ce Parlement va être élu, enfin, va être installé, pardon. Donc les nouveaux députés vont prendre leurs fonctions. Maintenant, il faut faire très attention à l'article 30. Il faut qu'on fasse très attention et se mobiliser contre, c'est-à-dire pour empêcher notre armée nationale à quitter la frontière algérienne et aller dans le Sahel pour ne pas s'enliser. Parce que ce qu'on voit, c'est quasiment la venue de Chingrih à Paris, une mission secrète. Tebboune qui parle un petit peu, disant que l'armée algérienne, elle aurait pu intervenir en Libye. Ça veut dire pourquoi pas, nous pouvons quitter nos frontières. Ça, c'est un message envoyé. Belhimel, quand il dit l'opération de Berkane, attention, la fin de cette opération, elle risque d'avoir des menaces sur l'Algérie. Donc ça veut dire qu'ils ont ouvert le corridor à cette armée de quitter. Et aux députés... Je suis obligé de vous interrompre, désolé. Il n'y a plus de temps. Salim Laïbi, en 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, écoutez, j'ai envie de dire quelque chose de très simple.
Nordin il l'a rappelé, il suffit de voir le corps de Lecointre, svelte, 59 ans, il quitte son poste, et chez nous, systématiquement, vous avez et c'est moi qui le dis, qui ai quelques kilos de trop, hein, vous avez des généraux grassouillés, vieux, quasi séniles, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce... Ça parle tout de suite, ça pique les yeux, ils font honte de laisser des personnes de cet âge-là à des postes aussi importants, alors qu'on devrait, vous le savez très bien d'ailleurs, la retraite à l'armée, elle arrive très vite, parce que c'est des métiers très difficiles, etc. Bref, concernant l'opération Barkhane, je crois que tout le monde l'a compris, elle a commencé il y a plus de 10 ans maintenant. Barkhane, c'est la reconduction de la précédente, 2014, une cinquantaine de morts, 5000 hommes. Elle a été imposée par Hollande, je crois à l'époque, sans vote à l'Assemblée, donc elle est totalement illégale et elle est totalement inutile. 5000 hommes pour un territoire aussi grand que l'Europe, ça n'a aucun sens, militairement parlant, hein. Ça, il faut bien le comprendre. Tous ceux qui vont aller là-bas, ils vont là-bas pour dépenser l'argent public et mourir. Parce que personne ne peut battre les Touaregs. Ils sont sur leur territoire, c'est comme ça. Personne ne peut battre les Afghans dans les montagnes afghanes. Personne ne peut combattre les Kabyles et les Chaouis dans les Aurès et la Kabylie. C'est comme ça. C'est leur territoire. Vous pouvez que vous casser les dents. Donc, qu'est-ce qu'on va aller nous faire dans des pays immenses? Avec quel argent? Tout ceci n'a aucun sens. Encore une fois, la priorité est le Hirak et la mise hors d'état de nuire de cette mafia. Merci. Le sens peut-être est que ce régime a besoin de soutien, d'être soutenu par des puissances occidentales pour pouvoir s'imposer à son propre peuple, même s'il doit envoyer ses enfants au casse-pipe, je crois. Tout à fait, mais c'est ça. C'est les régimes arabes, quand ils perdent en légitimité en interne, ils vont la chercher à l'extérieur en devenant les valets de ces puissances étrangères. Voilà. L'Égypte et tous les autres pays, c'est comme ça qu'ils ont fonctionné. Absolument. Je crains que nous soyons dans le même schéma, malheureusement. Mais les Algériens, Inch'Allah, ils seront là. Merci Nordin Aoussat, merci Ilyas Jbeili, merci Omar Ait Mokhtar, merci Salim El Aibi. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Selmiya, Khawa, ce boycott massif, rappelez-vous bien, mes chers amis, pour ne pas nous laisser piéger par ce régime qui essaie de nous dire que le Hirak Hada, ce n'est pas toute l'Algérie, c'est des régions et pas d'autres. Ce boycott a été la réponse du peuple algérien à ce régime, que le peuple algérien rejette ce régime de façon massive, catégorique, indiscutable et de façon qui ne pourra plus jamais se discuter. Elle est irréversible parce que ce Hirak, ce peuple algérien, veut juste construire un état de droit, une république vraiment démocratique. Merci.